Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 30 avril 2026. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage et vous parler des déclarations du nouveau président de la Commission centrale des élections, sur les prochaines échéances électorales, sur les référendums, mais aussi sur la question controversée de la participation des épouses chinoises à la vie politique. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera d'un bras robotisé ultra précis mis en place par l'Université nationale centrale. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous présentera Intrépide Travel, un site de tour opérateur australien qui mettra Taïwan à l'honneur à travers un voyage culinaire. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Visite d'une délégation parlementaire australienne à Taïwan centrée sur les questions d'énergie et de libre navigation. Taïwan se place 28e dans le classement mondial de la liberté de la presse de RSF, soit 4 places de moins qu'en 2025. Les baristas taïwanais devront désormais participer aux compétitions internationales de la WCC sous la bannière Taipei chinois. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 30 avril. Une délégation australienne menée par la sénatrice Carol Brown et le député Dan Tehan, ministre fantôme de l'énergie et de la réduction des émissions carboniques, est actuellement en visite à Taïwan du 27 avril au 2 mai, une visite centrée sur les questions liées à l'énergie et à la libre navigation. Dan Tehan a rappelé que l'Australie se fournissait auprès de Taïwan pour son approvisionnement en diesel, tandis que Taïwan importait de grandes quantités de gaz naturel liquéfié d'Australie. Le député australien a évoqué la situation internationale, marquée par de fortes préoccupations des gouvernements de la région en matière d'énergie et des disruptions liées à la guerre au Moyen-Orient. Dan Tehan a aussi rappelé l'attachement de l'Australie à la liberté de navigation, en particulier dans la région Indo-Pacifique, soulignant le fait que l'ouverture des voies maritimes permettait le commerce et la coopération entre les différentes économies. Carol Brown a de son côté réaffirmé la volonté du groupe d'amitié Australie-Taïwan au sein du Parlement australien de renforcer les liens entre les deux pays et de permettre aux parlementaires australiens une meilleure compréhension des questions liées à Taïwan, telles que la candidature de Taïwan pour rejoindre le partenariat transpacifique global et progressiste, affirmant que les membres de sa délégation pourraient soutenir cette candidature après leur retour en Australie. Taïwan a perdu 4 places dans le classement mondial de la liberté de la presse établi chaque année par l'ONG Reporters sans frontières, ou RSF, passant de la 24e à la 28e position au niveau mondial. L'édition 2026 du classement, publiée aujourd'hui, attribue une note globale de 75,44 à Taïwan, contre 77,04 en 2025. Lors d'une conférence de presse organisée à Taipei, la responsable du plaidoyer du bureau de RSF en Asie de l'Est, Alexandra Bielakowska, a expliqué que si Taïwan avait perdu plusieurs places dans le classement, le climat général pour les médias restait un des plus sûrs pour les journalistes, ajoutant qu'aucun cas de harcèlement ou de détention de journalistes par les autorités n'était à déplorer. Taïwan se place en 2e position dans la région Asie-Pacifique après la Nouvelle-Zélande, qui est 22e, mais devance l'Australie, qui est 33e, ou encore la Corée du Sud et le Japon, qui sont respectivement 47 et 62e. Le chef du bureau de RSF en Asie de l'Est, Cédric Alviani, a toutefois indiqué que le manque d'action efficace du gouvernement taïwanais au cours de la décennie passée pour renforcer la qualité des couvertures médiatiques et garantir le droit de la population à une information fiable était devenu, je cite, un problème majeur qui nuit au système démocratique taïwanais. Bielakowska a ensuite évoqué les défis économiques auxquels font face les médias taïwanais, avec par exemple une baisse des revenus liés à la publicité et des coupes budgétaires dans les financements gouvernementaux aux médias publics. De l'autre côté du détroit de Taïwan, Hong Kong est arrivé à la 140e place et la Chine à la 178e place.
Alexandra Bielakowska a déclaré que l'écart entre la Chine et Hong Kong était en train de se resserrer rapidement à cause de la loi de sécurité nationale imposée en 2020 par Pékin dans la région administrative spéciale de Hong Kong suite aux manifestations de masse. Une loi qui continue encore aujourd'hui à faire reculer la liberté de la presse dans la ville. La Taiwan Coffee Association a indiqué hier que les baristas taïwanais devraient désormais participer aux compétitions internationales de la World Coffee Championships, la WCC, sous la bannière de Taipei chinois, une condition décrite comme subie mais inévitable pour assurer le droit de participation des Taïwanais. Dans un communiqué, l'association révèle avoir été informée par les organisateurs du WCC basé aux États-Unis que toutes les futures inscriptions devraient se faire non plus sous le nom de Taïwan, comme cela se faisait depuis 2007, mais de Taipei chinois ou Chinese Taipei en anglais. L'association a précisé que la participation de Taïwan à diverses compétitions internationales suivait souvent des pratiques similaires, notamment pour les événements sportifs internationaux. Taïwan participe régulièrement aux compétitions du WCC et le Taïwanais Lin Shaoxing a récemment remporté la médaille d'or dans la catégorie d'art du latte au championnat du monde aux États-Unis. Berg Hu, gagnant du World Barista Championship en 2016, a réagi en affirmant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un changement de nom et que de tels changements devaient, malgré les potentielles pressions externes, faire l'objet d'une communication transparente avec les compétiteurs et plus largement avec le monde du café. Berg Hu a ajouté que les compétitions internationales devaient respecter les origines des compétiteurs et la manière dont ils souhaitaient être reconnus, avant d'affirmer, je cite, « Je viens de Taïwan et j'espère que les futurs compétiteurs taïwanais pourront être reconnus dans le monde comme venant de Taïwan. » Plus de 20 ONG se sont rassemblées aujourd'hui devant le siège des bureaux du ministère de l'Intérieur pour exprimer leur mécontentement après que le ministère a rejeté les demandes d'asile de ressortissants birmans à Taïwan. Les ONG ont exhorté le gouvernement à ne pas renvoyer des personnes dans des pays en guerre et à appliquer au plus vite les normes internationales en matière de droits humains, notamment en appliquant le principe de non-refoulement des réfugiés et demandeurs d'asile. Selon le rapport annuel de l'ONG Amnesty International publié la semaine dernière, la situation de guerre civile au Myanmar a fait, depuis le coup d'État de 2021, plus de 7000 morts ainsi que 3,5 millions de déplacés. Le rapport estime que le nombre de frappes aériennes a augmenté de plus de 50% en 2025 par rapport à l'année précédente. L'Association taïwanaise des droits de l'homme et l'Association des citoyens taïwano-birmans, qui étaient à l'origine de la conférence de presse organisée ce matin, ont évoqué la dizaine de demandes d'asile de ressortissants birmans soumises à l'examen du ministère de l'Intérieur taïwanais entre juin 2023 et mai 2024. Les associations ont accusé le ministère d'avoir retardé de 2 ans la procédure d'examen, qui a finalement abouti cette année sans qu'aucune demande ne soit approuvée. Les demandeurs d'asile ont ainsi soudainement reçu l'ordre de quitter le pays dans un délai imparti, sous peine d'être expulsés, malgré le risque qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays et les difficultés à émigrer vers d'autres pays en raison de l'expiration de leur passeport ou encore de problèmes de visa. Tu Koko, président de l'Association des citoyens taïwano-birmans, a rappelé la répression que mène la junte militaire en Birmanie et a assuré que les Birmans de Taïwan demandaient simplement un lieu d'accueil temporaire en attendant le retour de la stabilité et de la sécurité du Myanmar. Pao Fong Mao, spécialiste des politiques liées aux réfugiés et aux travailleurs migrants au sein de la branche taïwanaise d'Amnesty International, a appelé Taïwan à respecter le principe de non-refoulement qui fait partie du droit international tel qu'il a été intégré au droit taïwanais. Meg Chun, spécialiste de l'Association pour l'avenir des citoyens asiatiques, la Asia Citizen Future Association, a souligné le fait qu'après le coup d'État en Birmanie, le Japon avait assoupli les conditions de résidence pour les citoyens birmans et que la Thaïlande, pays frontalier de la Birmanie, avait également assoupli sa politique vis-à-vis des réfugiés l'année dernière. Meg Chun a appelé le gouvernement taïwanais à réellement appliquer le slogan « Taiwan can help », utilisé à l'international par Taïwan, en adaptant au plus vite sa politique d'asile aux normes internationales. Le Premier ministre taïwanais Zhou Rongtai a déclaré hier que les exportations de porcs taïwanais vers les Philippines pourraient reprendre à partir du 14 mai prochain. Une bonne nouvelle pour le secteur, après que Taïwan a récupéré son statut de pays sans peste porcine africaine auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale. Les exportations concernent les porcs, le sperme de porc, le porc congelé, les abats et la peau de cochon.
Les Philippines ont suspendu les importations de porcs vivants et de produits porcins taïwanais le 8 décembre 2025, après que Taïwan a rapporté son premier cas de peste porcine africaine en octobre 2025. Zhou Rongtai a qualifié la décision de Manille d'encourageante, s'engageant à travailler main dans la main avec le secteur pour étendre le marché des exportations porcines taïwanaises dans le monde. Notons que l'OMSA avait reconnu en mai 2025 la déclaration de Taïwan concernant l'absence de peste porcine africaine sur son sol, mais la déclaration d'un nouveau cas le 21 octobre 2025 dans une ferme de Taichung avait remis en cause ce statut précieux pour l'industrie porcine. La ferme en question a été nettoyée et désinfectée et tous les échantillons collectés après le 21 novembre 2025 permettant de clore formellement le dossier en janvier dernier. Le ministère de l'Agriculture a ensuite soumis une demande le 21 février pour faire de nouveau reconnaître l'absence de peste porcine africaine sur son sol, une demande acceptée le 6 avril. Selon le ministère de l'Agriculture, depuis que les Philippines avaient autorisé l'importation de la viande de porc en 2023 et avant la suspension d'importation en octobre dernier, le pays avait importé plus de 475 tonnes de porc et d'abats taïwanais. Notons que Singapour a été le premier pays à annoncer, le 9 avril, la reprise des importations de porc et de produits porcins taïwanais. Le mécanisme de communication d'urgence a été activé à Matsu après que le câble sous-marin numéro 3 reliant les communes de Beigan et de Dong-in, dans l'archipel situé au large des côtes chinoises, a été sectionné hier. Le ministère du Numérique a indiqué que Zhonghua Telecom avait rapporté une coupure à environ 2,64 km au large de Dong-in, causant une coupure totale des communications sur la section du câble en question. Les autorités ont dû recourir aux faisceaux hertziens ou micro-ondes pour maintenir la connectivité. La coupure des communications a affecté la commune de Dong-in dans le comté de Lianjiang, où vivent environ 1500 habitants. D'autres zones telles que Nangan, Beigan ou encore Duguang n'ont pas été impactées. Les services mobiles et Internet restent opérationnels grâce au système alternatif, malgré une vitesse Internet ralentie en raison des conditions météorologiques. Le ministère a expliqué que le câble avait été partiellement endommagé au même endroit le 30 mars. Une évaluation préliminaire suggère que les conditions de mer difficiles pourraient avoir bougé une épave, provoquant ainsi la rupture du câble. Notons que la vulnérabilité des câbles sous-marins reste un sujet de préoccupation pour Taïwan, en particulier au niveau des îles périphériques situées dans le détroit de Taïwan, et que ces dernières années, les incidents de coupure de câbles sous-marins sont fréquents. Des représentants de plusieurs associations de protection de la vie sauvage se sont réunis hier devant le siège du Parlement pour demander aux députés de geler le projet de budget du département du bien-être animal, qui dépend du ministère de l'Agriculture, et d'exiger de ce dernier un plan de réduction de la population des chiens errants. Lee Zhongchun, à la tête de l'ONG Taiwan Walk for Wildlife, a accusé l'approche gouvernementale basée sur une méthode dite de capture, stérilisation et retour, en anglais Trap Neuter Release ou TNR, d'avoir échoué. Lee Zhongchun a cité les chiffres de l'Institut de recherche sur le transport qui estime le coût social total associé aux animaux errants à plus de 3,64 milliards de dollars taïwanais, soit près de 100 millions d'euros. Chen Xianzan, un membre du conseil d'administration de l'association taïwanaise des chats léopards, a indiqué que le comté de Zhanghua était actuellement la seule municipalité de Taïwan à recenser des pertes agricoles liées aux chiens errants. L'association s'est basée sur les chiffres du comté pour estimer à plus de 550 les cas d'attaque d'animaux d'élevage par des chiens errants chaque année, avec au moins 30 millions de dollars taïwanais de pertes financières, soit environ 810 000 euros. Les associations ont appelé le ministère de l'Agriculture à commencer une collecte de données concernant les pertes agricoles et les accidents de la route causés par les chiens errants et à amender la loi de protection des animaux afin de reconnaître les personnes nourrissant les chiens errants sur une longue période comme leurs propriétaires légaux. Le directeur du département du bien-être animal, Jiang Wenquan, a réagi en expliquant que le nourrissage des chiens errants s'inscrivait parfois dans une approche transitionnelle visant à capturer et à stériliser les animaux. Jiang Wenquan a aussi cité les statistiques du ministère de l'Agriculture, selon lesquelles la population estimée de chiens errants a baissé de 11,34% de 2022 à 2024, passant de 159 697 à 141 584. Sans commenter les propositions des associations, Jiang Wenquan a souligné le fait que sous la législation actuelle, la justice avait reconnu comme légalement responsables les personnes nourrissant régulièrement des chiens errants dans des lieux précis,
avec des preuves à l'appui. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 30 avril qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.